La naissance est une naissance biologique, on arrive au monde, et puis il y a l'autre naissance qui s'appelle essayer de se redresser, de grandir. Et c'est la grande aventure que nous avons tous, quelle que soit notre identité, notre genre, notre sexualité. C'est, à mon sens, la grande aventure que nous avons à mener ici. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, à votre sacré ce matin avec mon invité qui s'appelle Jean-Philippe de Tonac. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes romancier, essayiste et éditeur et vous publiez Éloge de la vulnérabilité des hommes, du masculin blessé au masculin sacré chez Guy Trédaniel. Alors on parle beaucoup du fameux retour du féminin sacré, un peu moins du masculin sacré. Pourquoi ? Vaste question pour commencer, mais j'ai l'impression que... J'en ai d'autres. Alors, si vous voulez y répondre plus tard, je vous promets, on peut faire comme vous voulez. Mais c'est vrai que le masculin sacré, pour l'instant, ça n'intéresse pas grand monde. Non, absolument. Absolument. Je crois que le masculin, je dirais que le masculin, c'est peut-être une des régions les plus obscures de la civilisation occidentale. Et c'est un petit peu difficile pour aller y voir, et les hommes sont peu à même souvent de partager leur vie intérieure, leur monde intérieur. Et c'est difficile de savoir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du masculin, que ce soit un masculin chez la femme ou chez l'homme. Donc c'est une partie un peu à l'abandon. On a pensé que c'était la partie héroïque de l'aventure, et c'est la partie abandonnée et en déshérence. Mais c'est parce que vous avez d'abord interroger le féminin sacré, que vous vous êtes intéressé au masculin sacré ou pas du tout ? Non, pas du tout. Moi, j'ai un rapport assez mauvais avec mon masculin. J'en ai peur. J'ai un peu rasé les murs. J'ai épousé ma condition d'homme masculin avec difficulté. Et je crois qu'en rencontrant aujourd'hui d'autres hommes et en obtenant leur confidence, je me rends compte que c'est assez partagé, cette affaire. Confidence de 14 hommes, enfin 14 hommes aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, c'est-à-dire ? Parce qu'il y a Marie. Ah oui, aujourd'hui, alors plus que 13, disons. Oui, voilà. 14 hommes, puisque un d'entre eux est devenu une femme aujourd'hui. Voilà. Alors la question que vous vous posez dans votre livre, mais que tout le monde se pose, c'est finalement comment est-ce que vous avez sélectionné le panel de ceux que vous avez interrogés pour justement faire l'introspection de ce masculin sacré ? Oui, alors au fond, quand je lance une enquête comme celle-là, je m'appuie un petit peu sur mon réseau de gens subtils, de gens fins, qui peuvent répondre à ma demande. Et ma demande était de trouver des masculins probablement assez blessés, mais qui s'étaient mis au travail. La condition de cette enquête, c'était de rencontrer des hommes qui avaient commencé le grand travail de transformation. Ils ont tous suivi des thérapies, plusieurs thérapies même, et à vous lire, on ne voit pas vraiment ce qui fonctionne, ce qui marche pour se réparer. Est-ce que finalement, ça c'est vraiment chacun qui trouve la thérapie qui va lui permettre de se relever ? Alors oui, c'est pour ça que j'ai ouvert l'éventail le plus largement possible. C'est très large, hein ? Voilà. 14 profils qui ne se ressemblent pas et qui sont allés chercher, en fonction d'une demande particulière, des outils. Et l'idée, c'était de présenter la totalité de ces outils au lecteur qui aura à faire le travail lui-même. Donc, par contre, les outils, vous les aviez expérimentés dans des précédents livres. Pas tous, mais... Non, loin de là. MKP, tout ça, je ne savais absolument pas ce que c'était. MKP pour tout le monde, alors ça ne vient pas de France, MKP. On a une version en France, mais ce n'est pas français. Comment est-ce qu'on pourrait le traduire, la proposition MKP ? Ça serait l'initiation du guerrier, quoi. Retrouver la dignité masculine au moment où l'homme est attaqué, où l'homme se remet en question. Donc il faut commencer par restaurer un peu la dignité de l'homme. Donc ça passe par un week-end mystérieux, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Mais j'ai assisté à un retour, ce qu'on appelle un retour d'initiation. Donc les hommes viennent témoigner devant leurs proches. Et c'était assez impressionnant. On se demande vraiment, et ça me donne envie d'y aller aussi, on se demande un petit peu qu'est-ce qui s'y passe. Parce qu'en l'espace de 48 heures, une porte s'est ouverte pour ces hommes. Et j'avais devant moi une soixantaine de masculins, très très différents là aussi les uns des autres, de 28 ans à, je dirais, à 60 ans, et qui
c'est un petit peu dur à dire, mais et qui était jusque-là resté dans l'ignorance d'une intériorité du masculin. Enfin, moi, je tombe des nues, mais c'était ça dont il parlait, quoi. Et vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'intériorité du masculin ? C'est le travail. C'est le travail qu'on fait pour se transformer. Enfin, la naissance est une naissance biologique, on arrive au monde, et puis il y a l'autre naissance qui s'appelle essayer de se redresser, de grandir. Et c'est la grande aventure que nous avons tous, quelle que soit notre identité, notre genre, notre sexualité, enfin tout ça. C'est, à mon sens, la grande aventure que nous avons à mener ici. Quel genre de portrait faites-vous de vous-même dans votre livre ? Est-ce que vous trouvez que le portrait que vous brossez de vous-même est un portrait indulgent ? D'une certaine façon, oui. Parce que j'ai pas une très haute opinion de moi-même et de mon masculin, comme je vous le disais tout à l'heure. Oui, mais vous l'écrivez. Oui, j'essaye de donner, je crois, 4 ou 5 événements par lesquels je suis passé, qui disent un petit peu la difficulté que j'ai eue à me présenter devant le lecteur et à faire ce livre sur les hommes. Bon, je vais en lire un extrait. C'est un extrait, on le remettra dans son contexte, d'ailleurs. Hein. Donc vous dites, mon parcours d'homme est assez discret. J'ai été un fils raté, n'ayant pas eu de père à mes côtés. Donc vous expliquez dans votre livre un peu plus tard que vous avez perdu votre père le jour de votre naissance. Et vous nous expliquerez pourquoi. Et j'ai été un père raté, n'ayant pas su garder mes enfants suffisamment près de moi. Pas su leur dire que la vie sans eux avait eu tendance à claudiquer. Sur l'échiquier social, je n'ai pas été non plus bien courageux, ni bien glorieux, pâle figure rasant les murs, la plupart du temps invisible, préoccupé seulement de peindre, dessiner, lire et écrire. Faut dire que vous faites tout ça très bien, hein. En plus, m'étant trouvé bientôt tout entier, absorbé par la tâche de réparer les dégâts causés par la longue épreuve d'une anorexie restrictive, commencée au sortir de l'adolescence et couvée déjà dans l'enfance. Pour dire que j'ai manqué de répondants et à peu près dans tous les domaines, si j'ai fini par trouver un moyen de redresser en moi l'homme pise, l'homme penché, je crois que c'est aux mots que je le dois, à ces chemins qu'il dessine et qui donnent à la vie l'élan de marcher. Donc l'homme pise, c'est vous, l'homme penché. Pourquoi être si dur avec vous-même ? En tout cas, de l'extérieur. Alors, je ne sais pas, il y a une attente, si vous voulez. Dès l'adolescence, il y a une attente, pour soi-même. Pour les autres aussi, mais les autres, on ne peut pas s'en occuper. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis rien qui me permet de m'occuper des autres. Donc, j'ai déjà fort à faire avec moi-même. Et dès l'adolescence, je sens que ça pourrait être mieux. Vous parlez de votre anorexie dans votre livre, et vous dites que finalement, vous avez pris du plaisir à être anorexique. Alors, c'est peut-être pas comme ça qu'on le dirait. Alors, comment vous le diriez, vous ? Eh bien, ça vous a mis dans des états de conscience modifiés, d'une certaine façon. Oui, l'anorexie est, à mon sens, encore une expérience qu'on laisse entre les mains du masculin. Quand j'ai fait des enquêtes sur l'anorexie, après en être sorti, j'ai rencontré surtout des hommes. Et des hommes qui avaient tout compris et rien compris. Parce que pour eux, l'idée de ne pas manger est inconcevable. Donc ce sont des médecins qui soignent des jeunes filles essentiellement et quelques jeunes gens qui ne mangent pas. Et pour eux, ce signe-là, ce langage-là ne veut strictement rien dire. Il faut juste les faire remanger. Donc je crois que c'est une affaire extrêmement compliquée. Au fond, je crois que l'anorexie, ça fait partie de ces maladies de civilisation. C'est-à-dire que la personne est malade pour tout le monde. Ça parle de ce qu'on met dans son corps, dans une société quand même qui a un rapport avec la nourriture qui est plus que maladif. D'accord. Alors, au début, ce que vous appelez vos pratiques restrictives, vous ne les associez pas de l'anorexie. Pas du tout. Alors, vous les associez à quoi ? Alors, avant d'avoir ce mot-là, cette étoile jaune là, qui vient sur vous... C'est-à-dire d'être diagnostiqué, d'être étiqueté anorexie. Voilà, mais il s'est déjà passé 4 ans, et pour moi, je vis une expérience mystique. Je suis dans une survie, enfin, plus que la vie, c'est ça. Ça dort pas, ça court tout le temps, ça danse, ça lit toute la journée, ça écrit. Enfin, c'est très impressionnant. Vous êtes dans un sur-régime. Et c'est bizarre parce que vous ne nourrissez plus et vous êtes dans une surénergie. Une espèce de toute-puissance comme ça. Pas du tout pour se battre avec les autres. Les autres vous intéressent assez peu. Vous êtes dans un combat intérieur. Donc c'est assez mystérieux comme départ dans la vie. Hein. Et vous ne pouvez pas du tout, comme vous ne savez pas trop ce qui se passe en vous, vous ne pouvez pas partager.
vous ne pouvez pas partager aux parents, aux proches. Et donc très vite, comme vous avez des conduites un peu absurdes, indéchiffrables, vous commencez à vous isoler. Et c'est là le danger. Donc vous vous excluez de la communauté parce que vous avez un chemin solitaire à parcourir. Mmh. Qui chez vous, à un moment donné, décide qu'il faut aller consulter, qu'il faut prendre ça en charge? C'est ma mère qui a mis beaucoup de temps finalement. Hein. Vous savez, ces êtres qui vous aiment et qui vous regardent assez peu, en réalité, elle a mis énormément de temps à voir à quel point, là, sous les vêtements que je mettais, là, avec un col pour cacher le cou, des manches très longues là, pour cacher les poignets, etc. Donc, la pratique de la dissimulation, hein, l'anorexique, c'est le champion de la dissimulation. Il est obligé de mentir pour cacher ses agissements suspects. Mmh. Donc il a fallu attendre longtemps avant que ma mère me dise qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et me propose de consulter. Voilà. Mais à l'époque, bon, j'ai un certain âge, à l'époque, un homme anorexique, ça n'existait pas. Donc j'avais toutes sortes de... Mais d'ailleurs, on parle beaucoup moins des hommes anorexiques. Non, je dirais le contraire. On commence à parler un peu des hommes anorexiques. Oui, on commence. Voilà, oui, on commence. Mais on en parle. Voilà, ils sont absents de l'anorexie. En tout cas, sur le tableau qu'on en dresse aujourd'hui, ils sont assez absents. Voilà, mais je crois qu'en réalité, il y a beaucoup d'hommes comme moi qui sont dans l'expérience ou qui l'ont traversé, et personne n'a pu dire que c'était ça. On a parlé de problèmes psychiatriques, problèmes dépressifs, etc., toutes sortes de choses, mais sans jamais nommer l'affaire qui les concernait. Alors, vous écrivez dans votre livre que vous avez perdu votre père le jour de votre naissance. Pourtant, il était bien vivant, votre père. Hein. Oui. Et que vous avez été père 2 fois par la suite. Qu'est-ce que ça a changé, le fait de devenir père pour vous, puisque c'est une question que vous posez aux personnes que vous interviewez donc, dans votre livre. Ça a changé quoi pour vous? Alors 3 fois, parce que j'en ai perdu un. Qu'est-ce que ça a changé? Eh bien... Quand je les ai eus, j'étais encore loin de pouvoir me tenir bien droit. J'étais encore en pleine réparation. Donc, un homme pise. Oui, ça penchait beaucoup. Et le fait d'accueillir ce miracle-là, cet enfant blond, en plus merveilleusement beau, et de sentir la responsabilité écrasante que ça représentait, ça m'est apparu comme quelque chose, comme un défi impossible, quoi. Bon, j'y suis allé, hein. J'ai engagé l'affaire, mais c'est déroutant de mettre un enfant au monde, de voir son prolongement, et en même temps, c'est un parfait inconnu. On ne sait pas du tout qui arrive. Et pourquoi par la suite, alors, vous qui avez manqué de père, vous avez manqué à vos enfants? Parce que je me suis séparé d'eux, bêtement, une séparation, et qui m'a amené effectivement à être loin d'eux et à ne pas suffisamment leur témoigner ce besoin que j'avais d'eux. Donc au fond, comme quand l'homme s'éloigne, il donne l'impression, il dit aux enfants, je vais pouvoir vivre sans vous. Mais c'est pas la vérité. Donc il casse une espèce de structure familiale, mais dans mon cas, j'aurais souhaité vraiment continuer avec eux. Mais c'était pas tout à fait possible. Quand on vous interroge sur ce que ça veut dire pour vous le masculin, qu'est-ce que vous en donnez comme définition aujourd'hui? J'aurais du mal. C'est la vôtre j'entends. C'est votre définition à vous puisque vous l'explorez avec 14 autres personnes. Oui. Ce masculin en reconstruction dans votre livre. Je dirais quand même que c'est le masculin au sens étroit, parce que l'idée, ce serait évidemment de réconcilier en nous un masculin, un féminin, ces polarités. C'est ce que moi j'ai essayé de faire en tous les cas. Mais le masculin stricto sensu, là, ce serait pour moi finalement la manière dont l'être règle sa relation diplomatique avec le monde extérieur. Donc, et souvent dans un rapport de force, dans un rapport de compétition. Moi, je dirais que le masculin, c'est ça. Donc, c'est forcément la scène sociale qui est concernée, la scène familiale, la scène du masculin, évidemment. Donc, c'est tout de suite l'entrée en relation. Alors que la part féminine, ce serait finalement l'autre part, finalement, qui arrive malgré
un environnement humain très, très dense à rentrer dans un atemporel, ou une atemporalité. Alors nous explorons ce matin le masculin sacré avec mon invité qui s'appelle Jean-Philippe de Tonac. Je rappelle que vous êtes romancier, essayiste et éditeur et que vous publiez un livre qui s'appelle Éloge de la vulnérabilité des hommes, du masculin blessé au masculin sacré chez Guy Trédaniel. À quel genre votre livre appartient-il ? C'est une enquête, c'est une enquête biographique, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous donneriez pour être le plus précis possible ? Rayon sociologie, rayon philosophie, rayon développement personnel, j'aime pas trop, mais masculin sacré. C'est un terme émergent, alors c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça commence à émerger. On commence à avoir de plus en plus de choses qui se passent sur l'identité. Finalement, notre identité, c'est comme un millefeuille. Non ? Avec des couches qui se superposent. Oui, alors on peut garder l'image, ça fonctionne. Ou pas, hein, non, mais si ça ne fonctionne pas pour vous... En plus, j'ai un CAP de pâtissier, donc... C'est vrai ? Oui, ça me va. Mais les couches qui se superposent, puisque vous parlez de la part de masculin et de la part de féminin qui cohabitent en nous. Oui, mais l'image me va. Moi, je vois ça plutôt comme une grande maison. Notre intériorité, je vois ça comme une grande maison avec plusieurs pièces, un nombre innombrable de pièces, et notre peu de curiosité qui fait qu'on ouvre très peu de portes avant de disparaître. Donc l'enquête dont je parle, l'idée de croissance, c'est vraiment connaître un peu sa maison. Et dans la maison, il y a aussi les ancêtres. Enfin, c'est compliqué, hein, l'intériorité. Ça touche très vite une histoire qui nous dépasse. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'y va pas. Il y a aussi des questions d'énergie. L'énergie masculine et l'énergie féminine, est-ce que c'est la même chose ? A priori, c'est pas la même chose. C'est le yin et le yang. Il y a des philosophies entières qui se sont construites sur cette complémentarité-là que chacun recherche en lui-même. On le sent bien en nous, d'ailleurs. Hein. Quand on est dans le registre plutôt yang, ce que je disais tout à l'heure, peut-être cette idée de conquête, cette idée un peu de prédation, toujours, hein, dans le rapport à l'autre. Et l'idée du féminin qui est dans la réception. Il y a cette espèce de danse en nous et qu'il faut pouvoir ouvrir, libérer. Enfin, c'est ça de vivre. Hein. C'est donner le plus d'amplitude à ce ballet. Encore faut-il le savoir. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Hein ? Donc, mais comment est-ce que finalement on arrive à identifier cette part de masculin, de féminin chez nous ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même ? Alors déjà, bon, les mots qu'on utilise sont des mots un peu commodes qui désignent parfois pas grand-chose. Hein. Qu'est-ce que c'est que le masculin ? Vous m'interrogiez, je ne sais pas trop non, ce que c'est. Non, pour vous, moi je me dis, voilà. Voilà. Mais au fond, c'est simplement, avec un curseur, se rendre compte qu'on peut aller d'un côté et de l'autre, et puis en travaillant, on peut faire en sorte que l'amplitude soit de plus en plus grande. Donc, à la fois dans ce dont je témoignais, cette envie d'aller vers le monde, de le posséder, de gagner, etc. Et puis de l'autre côté, cette vulnérabilité qui fait un peu le titre de mon livre, cette capacité de mettre le genou par terre, de partager ses émotions, d'en venir aux larmes, et d'être toujours un homme. De ne pas avoir peur de déchoir quand tu as une image qu'on a tous un peu limitée. Au fond, ce qui nous perd, c'est qu'on pense que le masculin, ça va de A à B. Et si je sors de cette séquence-là, il y a un danger, quoi. Danger d'être homosexuel, et c'est pour certains quelque chose qui n'est pas recommandable, ou autre chose, etc. Cette idée étriquée d'un masculin qui, encore une fois, qui serait contenue dans un cadre très précis. Pour moi, ça ne tient pas. Et masculin, l'homme qui fait justement l'expérience de sa grandeur, de sa vastitude. Le concept émerge, hein, masculin sacré. Alors il y a un autre concept aujourd'hui qu'on commence à utiliser aujourd'hui, c'est masculinité toxique. Ça aussi, ça fait partie des concepts qui sont en train d'émerger aujourd'hui. Tout ça sous fond de crise du patriarcat. Oui. En gros. Pour le moins. Voilà, c'est ça. C'est en gros le tableau qu'on nous dresse aujourd'hui. Oui. Alors vous êtes parti à la rencontre de 14 hommes.
Comment vous leur avez présenté leur projet? Tous ces hommes-là sont des gens qui se sont reconstruits. Oui. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Bonne question, je ne sais plus très bien. J'ai dû dire que j'interrogeais le masculin en refondation, en reconstruction, que j'avais envie d'écouter leurs témoignages, de parcourir avec eux un itinéraire, d'évoquer les lieux où ils s'étaient transformés, donc travail thérapeutique, initiation, toutes sortes de choses, quoi, et des choses que j'allais découvrir. Et après, il y a une question, je pense, très vite d'identification. Au fond, l'homme que je suis, on doit se rendre compte très vite que c'est un homme un peu blessé, qui a décidé de relever la tête, qui a dû réussir finalement à se mettre debout, à être moins penché qu'il ne l'était précédemment. Et il y a là un espace intérieur en moi qui permet d'accueillir la déposition de l'autre sans la juger. Donc je crois que ça a été très important pour que ces hommes, parfois, me racontent des choses qu'ils n'avaient racontées à personne. Voilà, si vous avez lu ce livre, il y a vraiment des témoignages absolument bouleversants, poignants. Les questions se posent à qui? À moi? Oui. Non, si je vous ai invité, c'est que j'ai lu votre livre. Alors parfait, moi je suis très alors, heureux. Alors, je vous rassure, sinon vous ne seriez pas là. Alors, on va parler, tiens, de celui peut-être à qui vous devez l'écriture de ce livre, qui s'appelle Yann Monnier. En quoi est-ce que Yann Monnier, lui, c'est quelqu'un qui a nourri votre prise de décision? Alors c'était une rencontre organisée par Anne Guéquier, qui a ce fameux podcast qui s'appelle Métamorphose. Qui est formidable. Voilà, qui est une femme, là aussi... éditrice, hein, d'ailleurs. Ouais, dans les entretiens, elle est dans une écoute, dans une réception de vous qui est étonnante, qui amène le partage, la confidence. Et Anne organisait, je crois qu'elle le fait tous les ans d'ailleurs, une rencontre des acteurs du monde nouveau. Donc on découvrait là toutes sortes de gens inconnus, et il y avait ce garçon en jupe. Donc voilà, le fait de mettre une jupe, ça attire forcément un peu le regard, la barbe, côté très masculin, très beau d'ailleurs, et la jupe. Donc moi, ça m'interpelle en l'occurrence tous ces gens qui essayent d'ouvrir, quoi, de se débarrasser des carcans. Donc on a engagé la parole, on a échangé, on s'est très bien entendu. Et quelques temps plus tard, quand l'idée de mon livre est arrivée, je crois qu'il a dû participer effectivement, comme vous le disiez, de cette réflexion lente que j'ai eue sur l'idée de ce livre. Le livre me faisait peur, et je crois qu'il a participé de cet encouragement par son attitude. Il était vraiment... il était beau, quoi. Et il raconte son histoire, finalement. Alors après, le portrait, oui, c'est l'histoire de Yann, la façon dont il est arrivé à être ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est jamais très simple. Hein. Comment on l'habille en fille quand il était petit, enfin voilà. Voilà. Une obligation de quitter le cocon familial pour se libérer finalement de toutes les injonctions et de commencer à se demander qu'est-ce qu'on est. Et chez lui, vraiment, l'enquête est passionnante. Et elle est loin d'être terminée. Hein. Tous ces hommes, je crois, ne sont pas arrivés, ils sont tous en chemin. Mais au moment où je les rencontre, il y a quelque chose déjà d'émergent et qui est beau et qui est rassurant pour eux, pour moi, pour le lecteur. Donc l'idée que le monde que nous attendons tous ne sera possible que si les hommes se mettent au travail. C'est le message premier de ce livre. Les hommes ne peuvent pas continuer à se demander qu'est-ce que font les femmes en allant faire du yoga et toutes ces choses-là. Parce que vous dites que les femmes ont commencé le travail. Ben, je crois que dans une société patriarcale, celui qui est persécuté est obligé de se remettre en question. L'autre, il est dans une position de domination, tout est bien pour lui, il garde son nom, il aura les meilleures places, les meilleurs salaires. Et au fond, c'est assez confortable pour lui. Donc la difficulté pour lui, c'est de se remettre en question puisqu'on lui offre sur un plateau les meilleures situations. Pour elle, avec un S, évidemment, ça fait longtemps qu'il fallait se poser des questions. Pourquoi je n'ai pas accès à la littérature, à l'expression artistique, aux sciences, à la politique? Quand je suis en politique, pourquoi on me met toujours dans le fond, etc. Donc ça amène un questionnement, un travail, à une certaine combativité. Donc l'homme dormait profondément depuis des siècles, avec ce sentiment de dominer la situation. Et là, aujourd'hui, quand tout s'effondre, ils se rendent compte qu'ils sont plus en état de se battre. Ils n'ont pas de ressources.
Et quand un homme tombe, en général, il ne se relève pas. Il n'a jamais vraiment pris la mesure de sa fragilité. Et je pense que ça donne des situations absolument dramatiques. Des hommes qui connaissent un burn-out, par exemple, et qui disparaissent, quoi. Première épreuve, disparition. Alors vous commencez, vous, à vous relever suite à une rencontre qui n'a pas eu lieu. Et parfois, quand on va rencontrer quelqu'un, eh bien, le maître apparaît, mais c'est pas celui auquel on pensait. Oui, vous évoquez cette rencontre en Inde, probablement. Après, vous voyez, je vous laisse une piste. Après, vous allez où vous voulez. Hein. Mais merci. Mais effectivement, puisque vous allez vous initier à quelque chose qui vous aide à vous relever, le zazen. Oui. Alors, moi, je reviendrai donc à la rencontre en Inde qui n'a pas eu lieu. Disons que j'ai fait un voyage en Inde qu'on appelle voyage initiatique, hein, c'est un peu traditionnel. Bon, c'était surtout traditionnel dans les années 60, 70, 80. Bon, je suis peut-être un peu anachronique, mais j'ai ressenti ce besoin. Aujourd'hui, on va en Inde, mais pour autre chose. Hein. Oui, voilà. On va faire une semaine d'Ayurveda, vous voyez. Voilà. Tranquille. Voilà, nous parlons du masculin sacré ce matin à travers le livre de mon invité. Mon invité s'appelle Jean-Philippe de Tonac et son livre s'appelle Éloge de la vulnérabilité des hommes, du masculin blessé au masculin sacré, aux éditions Guy Trédaniel. On parlait du zazen tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire zazen d'ailleurs, me demande-t-on en antenne? Alors le zazen, c'est la posture dans la pratique du zen. Le zen, c'est une branche du bouddhisme hein, qui est née en Inde, qui est passée en Chine, qui est arrivée au Japon. Donc le zen, c'est une pratique de la méditation, pratique assise. C'est assis, non, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc zazen, c'est vraiment la posture. Hein, la posture qu'il faut, comme il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre, hein, il n'y a pas de catéchisme, il n'y a qu'une pratique, une posture. Donc il faut essayer de se positionner le mieux possible pour que ça produise un effet. Et l'effet recherché, c'est de faire en sorte que le mental décroche, quoi. Vous l'avez pratiqué avant que ça devienne la mode. Hein. Oui, je l'ai pratiqué à haute dose hein, à un moment donné où j'ai senti par le zazen que je touchais à un autre corps. J'étais en difficulté avec mon incarnation, avec mon corps, et tout d'un coup, le corps énergétique s'est fait ressentir la possibilité d'appuyer mon expérience de vie sur un autre corps. Et je pense que le début de la guérison a commencé à partir de là. Alors je ne dis pas que c'est la solution pour toutes les anorexies, mais en tous les cas, pour moi, ça a eu ce bienfait. Un parcours de 7 ans quand même. Hein. 7 ans, voilà. C'est un bon chiffre, 7. Ça fera l'objet d'une autre émission. Bon, on laisse à ceux qui liront votre livre l'occasion de voir cette rencontre qui n'a pas eu lieu. D'accord. Qu'est-ce que les 14 personnes que vous avez interrogées vous ont appris sur vous-même et sur l'homme que vous étiez, que vous ne saviez pas? Alors, ils m'ont rassuré quant à savoir, quant à cette idée que j'avais d'avoir été marqué un peu au fer rouge, d'avoir eu des épreuves un peu exorbitantes. Vous savez, quand vous êtes maigre au point de finir par rester couché. L'anorexie, c'est une fonte de l'appareil musculaire interne et les organes s'écrasent les uns sur les autres et vous avez des cyanoses, c'est-à-dire que le sang ne circule pas et la seule façon pour vous de rester un peu en vie, c'est de rester allongé. Quand vous en êtes là, vous vous rendez compte qu'il y a un petit problème. Donc entre l'expérience mystique du début et là où vous vous trouvez, vous êtes en train de vous poser 1000 questions. Pourquoi ? Pourquoi ce qui m'arrive ? Pourquoi ça ? Et donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais en rencontrant ces hommes cassés et qui ont vécu vraiment des choses exorbitantes aussi, je me suis dit, au fond, ce que je vous disais tout à l'heure, dans la société patriarcale, les hommes sont vraiment très malmenés, mais la règle est de ne rien en dire. Car vous dites que les hommes sont les principales victimes de cette société. Moi, je crois, à partir du moment où tout le monde est maltraité, mais que certains le savent, les femmes, et qu'elles se sont mis au travail, je crois que les plus maltraités, ce sont ceux qui l'ignorent et qui pensent qu'ils sont du bon côté et qui sont préservés. Alors, dans votre livre, vous donnez la parole à ceux qui ne l'ont pas ailleurs, d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est pas ceux qu'on voit à la télévision, c'est pas ceux qui communiquent, c'est pas ceux qui nous dirigent. Non. On est d'accord? Oui. C'est une autre parole que vous proposez. Oui, c'est une parole de l'intériorité. Ce travail-là, on ne le fait pas en s'exhibant, en annonçant qu'on a tout compris, tout gagné. Non,
on rencontre ces hommes dans le lieu où ils se trouvent, où ils travaillent, c'est-à-dire un petit peu en retrait, dans le silence, dans l'invisibilité. Ce qui ne veut pas dire que certains ne soient pas connus dans leur domaine, hein. Il y a là des thérapeutes qui ont déjà une assise, une renommée. Mais la plupart, quand même, se ressemblent dans cette... Oui, certains sont des grosses pointures. Enfin, quand je dis des grosses pointures, oui, ils sont connus dans leur domaine de compétences. Voilà, absolument. Mais c'est vrai que ce qui les caractérise, c'est un petit peu d'humilité, de modestie. Mhm. Traditionnellement, les hommes blessés, comment ils font pour se soigner ? Traditionnellement, par l'alcool, par les stupéfiants, par la fuite, par la violence. Si on ne soigne pas, on laisse s'exprimer la blessure. Donc je crois que les hommes, pendant très longtemps, ont ignoré cette possibilité de réparer. Un prêtre pédophile, je pense, si l'Église pouvait aider ces hommes, on aurait évité ces carnages-là. Prenez l'exemple de deux filles qui ont été victimes, d'ailleurs, de prêtres dans votre histoire. Absolument, oui, absolument. Donc il y a possibilité d'aider les hommes à partir du moment où on leur explique qu'on ne peut pas en rester à ce statu quo. Mais c'est encore une idée partagée par peut-être 1% des hommes sur la Terre. Hein. Soyons modestes encore. Hein. Pas plus. Aujourd'hui, on arrive à un moment où peut-être que plus qu'1% des hommes a conscience que les choses ne peuvent pas rester comme ça et que les choses doivent changer. Tu veux qu'on sent 5%? On a déjà été multiplié par 5. En une minute, j'ai gratté x5. Vous imaginez ? Dans le quart d'heure qui reste. Vous voulez qu'on monte un petit peu encore ? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est encore... Vous savez, quand j'ai fait un certain nombre de conférences autour d'un autre livre qui concernait cette fois les guérisseuses, donc des femmes, ou bien d'autres conférences, mais 98% ce sont des femmes qui sont là. Les hommes ne sont jamais concernés par ces sujets, enfin jusqu'à aujourd'hui. Mais vous avez raison, moi je vois... Est-ce que vous pensez que si vous faites un livre sur les guérisseurs, ce sont des hommes qui viendront ? Je pense qu'il y aura encore une majorité de femmes. Celles qui vont les voir. Aujourd'hui, on le voit, hein, dans toutes les questions qui concernent la santé, la place pour ce qu'on appelle la médecine alternative ou les thérapies alternatives augmente. Aujourd'hui, dans cette émission, on en parle énormément et les gens s'intéressent beaucoup. Oui. Non, mais c'est ce que je vous dis. Vous voyez, les guérisseuses, parce qu'il y a autre chose derrière les guérisseuses. Oui. C'est un sujet passionnant. Ah oui. Mais il existe autant de guérisseurs. Je ne suis pas allé vers eux, mais il existe autant de guérisseurs, évidemment. Mais je crois quand même qu'il faut être très modeste quant à la réalité de ce mouvement du masculin. Et c'est pour ça qu'il faut l'aider. C'est pour ça qu'il faut colporter cette parole, cette bonne nouvelle qu'il y a des hommes qui travaillent, et un peu partout, mais qui ne sont pas très nombreux, mais que ça va faire tache d'huile. Nous l'espérons. Vous avez rajouté dans votre livre des contes et des mythes. Quelle est leur utilité ? L'idée, c'était puisque j'interrogeais 14 masculins appartenant à la société d'aujourd'hui, donc avec des problèmes d'hommes d'aujourd'hui, l'idée, c'était de montrer, en passant par le conte et par le mythe, c'est-à-dire par des histoires très anciennes, de montrer que l'homme, en réalité, peut-être depuis le début du néolithique, a très peu changé. Il a toujours les mêmes problèmes. Au fond, à partir du moment où l'homme a commencé à conquérir le monde, à le transformer, à le mettre en ordre, selon l'ordre qu'il pensait que le monde devait avoir, à partir de là, je pense que l'homme a cessé de travailler et de se transformer. Donc au fond, les mythes parlent des Grecs, des Celtes, des Égyptiens, etc. Et au fond, ces hommes-là sont déjà dans ce qui nous caractérise, quoi. Dominer. Montrer qu'on est quand même ceux qui sont les plus crédibles par rapport au féminin. Donc je crois que le passage par le temps passé et par les histoires anciennes montre que voilà, on est moins seul. Au fond, tous les hommes depuis des siècles sont dans cet état de désenchantement sans oser trop se le dire. Un exemple de conte qu'on trouve dans votre livre ? Il y a
Il y a ce conte que j'ai réécrit ces Alors, contes. il y en a certains que vous adaptez, oui. Voilà, je les ai réécrits, j'ai donné de nouveaux titres, mais je donne les sources, évidemment, chacun pourra aller voir d'autres versions, parce que les contes appartiennent à chacun. Oui, j'évoquerai le conte qui s'appelle Le boulanger et le soufi. C'est un conte qui appartient au... Donc, Charapuna, non, comment ils appellent le boulanger? Non. Ishakpour, je crois que c'est ouais. en Iran, ça se passe en Iran. Ouais. Et c'est un boulanger qui ne jure que par son maître soufi. Il attend qu'une seule chose. Il a déjà réussi dans son métier. Il a la consécration des gens de sa communauté. Mais il attend une seule chose, c'est de rencontrer le maître qu'il s'est donné, dont il a lu les écrits, etc. Et un jour, ce maître apparaît dans sa boulangerie dans des habits de gueux troué et vient lui demander l'aumône d'un peu de pain. Et le boulanger, qui a l'impression que c'est un mendiant qui veut encore profiter de la situation et de lui extorquer un peu de pain, le renvoie son maître. Voilà. Et je trouve que c'est d'une beauté incomparable. Voilà. C'est la rencontre ratée, le boulanger de Nishapour. Voilà, et ensuite il va essayer de se dédouaner en lui offrant un buffet, etc. Mais c'est un peu trop tard. Mm-hmm. Enfin, c'est jamais trop tard. D'une certaine façon. Pour faire bonne figure, c'est trop tard. Pour se réparer, pour se changer, c'est jamais trop tard. Mmh. Alors, donc, 14 rencontres que vous avez faites, de tous les âges? Oui, de 36 à peut-être 78 ans. Mmh. Vous les connaissiez auparavant ou pas du tout? Aucun d'entre eux. Enfin, j'avais rencontré par exemple Yann une fois, mais dire que je le connaissais, c'est beaucoup dire. Non, j'ai vraiment eu... par le réseau dont je parlais, la possibilité d'accéder à des masculins dont j'ignorais l'existence. Alors, certains étaient connus parce qu'ils ont publié des livres, donc j'avais pu voir passer leur nom, mais pas plus que ça. Ouais. Et alors, chacun a recours à des thérapies qui lui sont propres. On peut avoir un exemple de thérapie auquel ils ont fait appel? Alors, je crois que oui, il y en a une en tous les cas que j'aimerais évoquer devant vous, qui est, je crois, d'une portée assez merveilleuse pour le masculin, c'est le cercle d'hommes. Ça n'a l'air de rien, mais un cercle d'hommes, ce sont des hommes qui décident de se réunir pour déballer, quoi. Déballer devant leur père, devant des hommes qui connaissent les mêmes difficultés qu'eux. Et donc j'ai participé à des cercles de nature très très différentes, et j'ai vu à quel point la mécanique fonctionnait. À quel point... Quand il n'y a pas de femmes dont ils ont si peur, quand il n'y a pas de femmes et qu'il n'y a que les égaux, si on peut dire comme ça, parce qu'ils étaient très différents, il y a la possibilité vraiment de se confier, de se mettre à pleurer. Et souvent, je me disais, s'il y avait un parterre là, si tout ça se jouait sur la scène d'un théâtre et qu'il y avait là 5000 femmes et autres à les écouter, on aurait tout d'un coup une autre vision du masculin. C'était très beau, très puissant. Il y a les adresses dans votre livre pour ceux qui veulent... Voilà, les contacts, on trouve ça. Oui. Et même un invité qu'on a reçu ici. Ah. Oui, Alain Kassoura. Ah, voilà. Ouais. Formidable. Qui est venu faire une émission ici. D'accord. Lui aussi qui cherchait à se réparer finalement. Absolument, oui. Alors, ostéopathe. Un peu chaman dans sa façon de pratiquer, il est très étonnant. J'ai reçu un soin de lui. Il est très très étonnant dans sa pratique. Il se met à chanter, il parle pas, il chante. Il est possédé, quoi. C'est pas ce qui se passe, mais il est possédé. Enfin, en tous les cas, il y a des résultats. J'ai senti sur moi des résultats. Et je l'avais interrogé surtout parce qu'il a écrit un livre courageux. C'est le cas de le dire, pour réparer le mal du mal. Voilà, le mal du mal. C'est la recherche de l'érection. Le grand souci de pas mal de masculins sur cette planète. Et lui, il a osé publier chez Odile Jacob, donc Ah non, c'était pour le coup, c'était exposé, hein. C'était donc le résultat de son enquête sur comment bander, en allant voir des spécialistes de tous ordres. Heureusement que ça arrive en fin d'émission, d'ailleurs. Je ne sais pas comment nous aurions terminé le quart d'heure suivant. Voilà, toutes ces questions, c'est vrai que le masculin sacré, quand je dis que c'est un sujet émergent, mais ça émerge, avec toutes ces questions d'identité, donc ça se précise.
Vous publiez un livre donc chez Guy Trédaniel. On parlait de cet éditeur qui est Guy Trédaniel, mais chez qui on trouve énormément de livres. Votre livre, Jean-Philippe de Tonac, s'appelle « Éloge de la vulnérabilité des hommes, du masculin blessé au masculin sacré ». Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous pourrez voir la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. Et en attendant, passez une très belle journée santé sur Beurre FM.